Il y a des amitiés qui ne se brisent pas dans un éclat, mais dans un lent retrait, presque poli, jusqu'à devenir une absence. À 68 ans, Johnny Hallyday le formule enfin sans détour. Avec Renaud, la distance est devenue irréversible. Deux monuments, deux tempéraments. Johnny, l'homme de scène, l'instinct, la fidélité à la tribu du rock et à la route. Renaud, l'écrivain, le franc-tireur, la pudeur cachée derrière la provocation, puis les fragilités assumées. Pendant des années, on a voulu croire qu'ils parlaient la même langue, celle des chansons qui consolent et des colères qui rassemblent. Et puis il y a eu ce décalage, d'abord imperceptible, ensuite évident. Ce qui rend l'aveu troublant, c'est qu'il arrive après des images fortes, restées dans la mémoire collective. En juin 2003, au Parc des Princes, Johnny invite Renaud sur scène pour interpréter ensemble quelque chose de Tennessee, hommage à Michel Berger. Un moment rare, chargé de symboles. Deux voix populaires, deux histoires différentes, réunies le temps d'une chanson. Et pourtant, derrière l'instant, il y a déjà autre chose. L'idée que l'on peut se retrouver sous les projecteurs sans se rejoindre vraiment dans la vie. Alors pourquoi parler maintenant? Pourquoi à 68 ans? Parce que Johnny n'est plus dans l'illusion d'un éternel recommencement. Il sait ce que le temps fait au lien. Il sait aussi ce que le silence fabrique, des légendes commodes, des « on s'adore », des « on se rappelle ». À cet âge, il ne veut plus raconter une fable, il veut dire l'usure, la vraie. Celle qui ne ressemble pas à une dispute, mais à une suite de rendez-vous manqués, de coups de fil qu'on repousse, de messages qu'on ne renvoie pas. Et Johnny, paradoxalement, protège encore Renaud en parlant. Il ne l'accuse pas, il décrit une mécanique, deux trajectoires qui se sont éloignées, deux façons d'être au monde devenues incompatibles. L'un avance par discipline, par tournée, par équipe, par devoir presque militaire envers le public. L'autre se replie, se bat, disparaît, revient, se reconstruit à sa manière. Deux douleurs différentes, deux vitesses, deux silences. Des années plus tard, quand Johnny disparaît, Renaud dira son chagrin, immense, et parlera d'un ami. Les mots existent, publics, brutaux de sincérité. Mais ici, au moment de l'aveu de Johnny, la question n'est pas l'hommage. C'est la séparation invisible, celle qui commence alors même que tout le monde applaudit encore. Alors que s'est-il passé au tout début, quand ils se sont rencontrés? Qu'est-ce qui les a rapprochés, vraiment? L'admiration, la fraternité ou une illusion de ressemblance? Et surtout, à quel moment précis Johnny a-t-il compris que cette fois, il ne pourrait plus recoller la distance? Ils ne se rencontrent pas comme deux inconnus qui se découvrent, ils se rencontrent comme deux Français déjà précédés par leur réputation, deux voix déjà identifiables, deux silhouettes que l'on croit connaître avant même de leur serrer la main. Et c'est peut-être là, dès le départ, que tout se joue. L'idée qu'ils appartiennent aux mêmes pays intérieurs, alors qu'ils n'y entrent pas par la même porte. Johnny Hallyday arrive au monde par le choc frontal. Il n'explique pas, il impose une présence. Une énergie physique, presque animale, faite pour les scènes trop grandes et les nuits trop longues. À l'époque où Renaud s'impose, Johnny est déjà un symbole populaire, un homme qu'on a vu grandir sous le regard des autres, un visage qui porte le poids d'un mythe avant même de pouvoir s'en défendre. Renaud, lui, vient par le texte, par la phrase, par la morsure des mots. Il n'avance pas en conquérant, mais en observateur qui se venge en écrivant, en racontant les gens, les rues, les colères, les tendresses qui ne disent pas leur nom. Quand leurs chemins se croisent vraiment, ce n'est pas une scène de cinéma, ce n'est pas une illumination. C'est plutôt le type de rencontre que produit le milieu de la chanson française. Des couloirs, des loges, des dîners, des soirées où l'on se jauge avec un sourire, où l'on comprend vite qui joue un rôle et qui ne sait pas en jouer. Dans ces lieux-là, Johnny est souvent entouré, protégé, porté par une machine qui tourne vite. Renaud, lui, peut apparaître et disparaître, plus libre, plus imprévisible, capable de passer du rire à une forme de retrait sans prévenir. Le premier lien, s'il existe, vient d'un respect mutuel que personne ne formule clairement. Johnny sait reconnaître la force d'un auteur. Il sait qu'un homme qui écrit juste est un homme dangereux. Dangereux parce qu'il touche le réel, parce qu'il ne triche pas avec ce qu'il ressent. Et Renaud, malgré ses airs de contestataire, connaît la puissance de la scène, l'instinct de survie qu'elle exige. Il sait qu'être Johnny, ce n'est pas seulement chanter, c'est tenir. Tenir un personnage, tenir une attente collective, tenir une vie qui ne vous appartient jamais totalement. Mais très vite, un détail s'installe. Ils ne partagent pas la même façon d'être proches. Johnny est un homme de fidélité démonstrative. Il aime les siens.
il les protège, il les appelle, il les embarque. Sa fraternité est concrète, presque familiale, parfois possessive. Renaud, lui, n'aime pas être tenu. Il préfère choisir. Il peut aimer très fort, puis se mettre à distance pour respirer. Il peut offrir une chanson comme on offre une vérité, et ensuite refuser l'intimité quotidienne. Chez lui, l'attachement n'est pas un contrat, c'est une humeur, une pulsation. On raconte souvent, dans ce métier, que les amitiés se font à l'épreuve des tournées, des soirées, des excès, des lendemains compliqués. Or justement, là où Johnny avance avec une discipline de professionnel même quand la fête déborde, Renaud a une relation plus risquée avec ses propres démons. Au début, ça ne sépare pas. Au début, ça intrigue. Johnny peut trouver chez Renaud une sincérité qu'il admire, une façon de dire non au monde sans calculer. Renaud peut trouver chez Johnny une loyauté rare, un homme qui, malgré le mythe, reste capable d'un geste simple, d'un « ça va », dit sans ironie. Il y a aussi un autre facteur, leur public. Le public de Johnny est massif, transversal, presque national. Il réclame des hymnes, des refrains qui rassemblent. Le public de Renaud, lui, est intime et politique. Il veut des histoires, des blessures, des prises de position. Et dans les discussions entre artistes, ce décalage revient toujours. Pas forcément comme un conflit, plutôt comme une incompréhension douce. Johnny peut dire « le public c'est sacré ». Renaud peut répondre, à sa manière « oui, mais je ne veux pas mentir ». Deux absolus, deux religions. La rencontre donc n'est pas un coup de foudre amical. C'est une proximité qui s'essaye, qui se cherche, un respect qui se teste. Et déjà, sans qu'il le sache, une distance qui se prépare. Parce que pour Johnny, l'amitié se prouve par la présence, par l'acte, par le temps donné. Pour Renaud, elle se prouve parfois par une chanson, par une phrase, par une vérité offerte, puis par le silence. Ce qui est sûr, c'est qu'ils se sont reconnus. Pas comme des doubles, plutôt comme deux hommes capables d'émouvoir un pays entier, chacun avec ses armes. Et c'est précisément pour cela que la suite sera si douloureuse. Quand on a cru un jour parler la même langue, on s'étonne longtemps de ne plus se comprendre. Il y a des périodes où l'on ne se contente pas d'être célèbre. On devient un repère, un point fixe dans la vie des autres. Et au tournant des années 2000, Johnny Hallyday et Renaud, chacun à sa manière, occupent exactement cette place-là. Pas la même couronne, pas le même royaume, mais la même évidence. On ne peut pas raconter la chanson française sans prononcer leur nom. Pour Johnny, la gloire est d'abord une affaire de durée, une endurance presque irréelle. Il traverse les décennies comme on traverse des tempêtes, parfois bousculé, parfois remis en cause, mais toujours debout, toujours en mouvement. À la fin des années 1990, il connaît même une forme de renaissance populaire avec 100%, paru en septembre 1999. Un album massif, très exposé, construit aussi avec la participation de David Hallyday, et qui ancre Johnny à nouveau au centre du paysage musical. Dans ces années-là, Johnny n'est pas seulement un artiste, il devient une institution vivante, un homme dont on attend le grand geste, l'événement, la preuve, la démesure. Renaud, de son côté, vit une gloire différente, plus fragile, plus paradoxale, presque douloureuse. Après une longue période de retrait créatif, marquée notamment par l'alcoolisme, il revient avec Boucan d'enfer, sorti en août 2002. Ce retour n'est pas qu'un comeback médiatique, c'est un retour existentiel. Dans cet album, Renaud ne fait pas semblant d'aller bien. Il raconte les fissures, il se met à nu, il joue avec sa propre légende, Docteur Renaud, Mister Renard, cette idée d'un homme en duel avec lui-même. Et le public, lui, suit, fort, parce qu'il reconnaît la vérité. C'est là que leurs deux gloires se croisent sans se confondre. Johnny, c'est la scène comme une religion de l'effort, le corps au service du spectacle, la promesse tenue au public, la machine maîtrisée. Renaud, c'est la chanson comme une confession, le texte qui gratte, l'ironie qui protège, et derrière, la blessure à peine cachée. Et quand deux artistes de cette taille se retrouvent au même moment au sommet de leur visibilité, le moindre geste devient symbole. Le concert du Parc des Princes le 15 juin 2003 en est l'exemple parfait. Johnny invite Renaud à le rejoindre sur scène pour interpréter Quelque chose de Tennessee. Le titre est déjà chargé d'une émotion collective, associée à Michel Berger, à une certaine idée de la chanson française qui s'est parlé du théâtre intime. Et là, devant la foule, ce duo devient immédiatement un moment. Les images circulent, l'événement s'imprime dans les mémoires.
Johnny, le géant populaire, et Renaud, l'ami rare, se tiennent côte à côte, comme si l'époque elle-même voulait les rapprocher. Mais la gloire, en coulisses, n'est pas un tapis rouge. C'est une contrainte, une pression continue. Et c'est ici que la distance commence parfois à se fabriquer, sans qu'on la voie. Parce que la gloire ne pousse pas les artistes vers les autres, elle les pousse vers leurs obligations. Johnny appartient à un rythme industriel. Répétition, grande date, logistique, entourage, impératif, une discipline qui ressemble à une armure. Renaud, lui, traverse une période où tout est plus instable. La reconquête du public, oui, mais aussi la reconquête de soi, avec ses rechutes possibles, sa fatigue, ses périodes de retrait. Dans ces conditions, se voir comme avant devient compliqué. On promet, on remet, on s'excuse. Et petit à petit, l'amitié bascule d'une présence naturelle vers une présence exceptionnelle. Et puis il y a un autre mécanisme, très cruel. Au sommet, les gens vous regardent moins comme un ami que comme un nom, un symbole. Johnny et Renaud deviennent parfois des idées plus que des hommes. On dit « Johnny, c'est la France populaire ». On dit « Renaud, c'est la France qui râle et qui aime ». Et quand on est ainsi transformé en personnage public, l'intime se raréfie. Même entre eux, même s'ils se respectent, la relation est contaminée par cette projection permanente. Dans ces années de gloire, on pourrait croire que tout est possible, que la réussite rapproche. Pourtant, la réussite creuse aussi les différences, elle amplifie les tempéraments, elle rigidifie les habitudes. Johnny se protège par l'action, Renaud se protège par l'absence. Johnny prouve par la présence, Renaud prouve par la chanson, puis par le silence. Et c'est peut-être là que la gloire devient un piège, parce qu'elle donne au public des images d'unité, un duo, un sourire, une scène partagée, alors qu'en dessous, la relation, elle, vit déjà une autre histoire. Une histoire où l'on s'aime peut-être encore, mais où l'on ne sait plus comment se rejoindre. On imagine souvent que les fissures naissent d'une dispute, d'un mot de trop, d'une scène. Mais dans leur histoire, la fracture ressemble davantage à une série de petites absences qui finissent par faire système. Une amitié qui n'explose pas, elle s'éloigne. Au début, tout semble encore tenir. Il y a les apparitions publiques, les moments preuves, ces instants où l'on se dit que l'essentiel est là. Pourtant, derrière les images, les rythmes ne coïncident plus. Johnny vit à l'heure de la machine, répétition, grande date, obligation, entourage qui protège et organise. Renaud, lui, avance par à-coups. Il peut être là, intensément, puis disparaître. Pas par mépris, par nécessité. Parce qu'il est de ces hommes qui se protègent en se retirant. Et c'est là que la différence devient dangereuse. Johnny supporte le chaos sur scène, mais pas dans les liens. Chez lui, l'amitié est un engagement, un « on est là », un réflexe de clan. Des proches l'ont décrit comme quelqu'un pour qui les copains étaient une forme de famille recréée. Renaud, au contraire, a toujours eu une manière plus fuyante d'habiter l'amitié. Il donne énormément dans une chanson, dans une confession, puis il s'épuise, il s'efface, il s'économise. Mais alors, comment deux hommes qui se respectent peuvent-ils se perdre sans même se le reprocher? Il y a d'abord le poids des trajectoires personnelles. Le retour de Renaud au début des années 2000, avec Boucan d'enfer, est un triomphe public, un retour massif, attendu, commenté, couronné par les chiffres et par l'émotion. Mais ce retour raconte aussi autre chose, une fragilité assumée, une reconstruction difficile, et cette impression que l'homme doit sans cesse se remettre debout. Autrement dit, même au sommet, Renaud n'est pas dans une période simple. Et dans ces moments-là, on ne garde pas les amitiés comme on garde un agenda. On fait ce qu'on peut. Johnny, lui, n'a jamais vraiment eu le luxe de faire ce qu'il peut. Sa légende se nourrit d'un devoir, être présent, tenir la promesse, ne pas décevoir. Même quand il traverse des secousses, il garde cette logique-là. Et c'est précisément ce qui peut créer de l'incompréhension. Johnny peut interpréter l'absence comme une distance choisie, là où Renaud la vit comme une survie. Pourtant, il y a aussi l'usure du milieu, cette fatigue particulière que personne n'avoue. Les sollicitations, les « viens à tel anniversaire », les « on devrait se voir », les projets évoqués puis abandonnés. Les amitiés célèbres sont constamment mises en scène, réclamées, commentées. Et à force d'être observée, une relation perd sa spontanéité. Elle devient une obligation de plus, une contrainte douce, presque un piège. Ce soir-là, il y a peut-être, à un moment précis, cette sensation de décalage qui s'installe définitivement. Pas forcément un événement spectaculaire, plutôt une scène banale, un appel qui tombe au mauvais moment,
Une invitation à laquelle on ne répond pas. Un rendez-vous annulé. Et puis un deuxième. Et puis un troisième. On se dit « ce n'est rien ». On se dit « il a ses problèmes ». On se dit « on se rattrapera ». Et un jour, sans l'avoir décidé, on ne se rattrape plus. Dans les souvenirs qui filtrent, on entend parfois des détails qui paraissent légers, presque comiques, et qui en réalité disent beaucoup. Renaud a raconté dans une interview qu'une phrase culte, prononcée par Johnny, une boulette qui les faisait rire, appartenait à leur folklore intime. C'est anecdotique, oui, mais c'est précisément cela qui serre la gorge. On comprend qu'il y a eu des codes, des private jokes, une familiarité réelle. Et quand cette familiarité s'éloigne, ce n'est pas seulement une relation médiatique qui se délite, c'est une complicité. La fissure donc n'est pas une trahison, c'est une incompatibilité de fonctionnement. Johnny a besoin de continuité, Renaud fonctionne par intermittence. Johnny prouve l'attachement par la présence, Renaud, souvent, le prouve par l'intensité, puis par le retrait. Et à force, ces deux façons d'aimer deviennent inconciliables. Et la question la plus dure arrive, silencieuse. Est-ce qu'on s'éloigne parce qu'on ne s'aime plus? Ou parce qu'on s'aime encore, mais qu'on ne sait plus comment se rejoindre sans se faire mal? Il y a un moment où l'on ne choisit plus de se taire par élégance, mais parce que parler demanderait une énergie qu'on n'a plus. Chez Johnny, cette bascule ne ressemble pas à une décision nette. Elle ressemble à une fatigue qui s'installe, à une lucidité brutale. Certains liens ne reviendront pas, parce que la vie, elle, n'attend pas. À 68 ans, Johnny n'est pas un homme apaisé au sens naïf du terme. Il est un homme qui a déjà vu la fragilité de près. Il l'a vu dans son propre corps, dans cette période où sa santé inquiète toute la France. En décembre 2009, il est hospitalisé à Los Angeles après des complications liées à une opération et se retrouve placé dans un coma médicalement provoqué. On a beau être Johnny Hallyday, on ne négocie pas avec ce genre d'épisode. Il laisse une trace intime, silencieuse, qui change la hiérarchie des choses. Dans ces moments-là, les amitiés se révèlent rarement par de grands discours. Elles se révèlent par des gestes, par une présence, par un appel. Et c'est précisément là que la crise prend une forme cruelle. Quand vous traversez une zone de danger, vous regardez autour de vous et vous comprenez qui est encore là, au sens plein, et qui est devenu une silhouette lointaine, un nom qu'on aime, mais qu'on ne touche plus. Mais attention, la rupture n'est pas forcément une faute. Elle peut être une incapacité. Renaud, à cette époque, n'est pas dans une stabilité confortable. Il a connu ses propres effondrements, ses retraits, ses périodes de lutte. La presse et ses proches racontent depuis longtemps cette descente dans l'alcoolisme et ces années où l'homme se perd, puis tente de revenir. Autrement dit, au moment où Johnny se confronte à sa vulnérabilité physique, Renaud se confronte, lui, à une vulnérabilité intérieure. Deux combats simultanés, deux manières de survivre, deux façons de disparaître. C'est là que le lien se casse, ou plutôt, qu'il cesse d'être un lien vivant. Johnny a besoin d'un cercle qui tienne, d'une continuité, d'une présence concrète. Il fonctionne à la fidélité visible. On passe, on appelle, on se voit, même si c'est 5 minutes. Renaud, lui, a souvent fonctionné autrement. Quand la vie devient trop lourde, il se retire. Et son retrait n'est pas une attaque contre les autres. C'est une façon d'éviter de se regarder s'effondrer devant eux. Pourtant, pour Johnny, au sortir d'une crise de santé, ce retrait peut être ressenti comme un abandon, même s'il ne le formule pas ainsi. Ce n'est pas qu'il juge, c'est qu'il compte. Il compte les présences, il compte les silences. Et plus on vieillit, plus ces comptes-là deviennent impitoyables, parce qu'on sait que le temps n'est plus infini. La rupture, dans ce récit, n'a donc rien d'une scène spectaculaire. Elle a la forme d'un changement de régime. Avant, il y avait une complicité, des moments rares mais forts, et au moins l'idée qu'on pouvait se retrouver. Après, il y a le protocole, des nouvelles prises de loin, des messages transmis par d'autres, des « embrasse-le » qui remplacent un vrai rendez-vous. La relation devient administrative, presque. On ne se dispute pas, on se perd. Et c'est là que la crise devient morale. Parce que Johnny, qui a tant vécu dans le bruit, découvre un type de douleur très particulier, la douleur sans coupable. Celle qui ne s'apaise pas avec une explication, celle qui ne se règle pas avec des excuses. La douleur d'un lien qui s'éteint sans haine. À 68 ans, et le chiffre a son importance, parce qu'il correspond à une époque où Johnny sait exactement où il en est dans sa vie
Il est né le 15 juin 1943. L'homme n'a plus envie de raconter des légendes rassurantes. Il sait que l'on peut aimer quelqu'un et ne plus pouvoir le rejoindre. Il sait aussi que les fans préfèrent les histoires réconciliées. Mais lui, à ce moment-là, choisit l'exactitude. Il admet la distance, il la nomme, il la rend irréversible. Et derrière ce mot, irréversible, il y a une phrase que Johnny ne dit pas forcément, mais qu'on entend entre les lignes. Je n'ai plus la force de courir après ce qui ne vient pas. Alors la question devient presque intime, presque gênante. Est-ce que cette crise aurait pu être évitée si l'un des deux avait parlé plus tôt? Ou est-ce que c'était écrit, non pas dans leur caractère, mais dans leurs blessures? Après une crise, on croit souvent que tout revient à la normale. En réalité, la normale n'existe plus. Il reste un après, fait de réflexes modifiés, de priorités réorganisées et d'une lucidité nouvelle qui s'installe sans bruit. Pour Johnny, l'après porte un nom que la France entière a appris à prononcer à voix basse. Décembre 2009, Los Angeles, l'hôpital, puis ce mot lourd, presque irréel, coma artificiel. Quand on sort d'un épisode pareil, on ne revient pas comme avant. On revient avec une dette envers le temps, une dette intime. Et Johnny, fidèle à lui-même, règle cette dette par l'action. Il remonte sur scène, il se remet en route, il se prouve qu'il tient encore. Mais cette énergie-là n'est pas seulement une bravade, c'est une manière de ne pas s'effondrer, une manière de garder la maîtrise d'une vie qui a failli lui échapper. À ce stade, l'entourage joue un rôle central. Johnny n'est jamais seul, il est entouré, protégé, maintenu dans un mouvement continu. Et paradoxalement, plus on traverse une tempête, plus on devient dépendant de ceux qui restent. Ceux qui savent, ceux qui appellent, ceux qui passent, ceux qui sont physiquement là. C'est là que l'amitié, la vraie, cesse d'être une idée romantique. Elle devient une logistique de la présence. Or, Renaud, lui, traverse un après très différent. Son retour public du début des années 2000, notamment avec Boucan d'enfer, avait l'allure d'une renaissance. Mais une renaissance n'efface pas les fragilités qui l'ont précédée. Chez Renaud, l'après n'est pas une ligne droite. C'est une alternance. Un homme qui revient, puis se retire, puis revient encore. Une vie où l'on peut être intensément vivant dans une chanson et soudain introuvable dans le quotidien. C'est ici que la distance entre eux devient presque mécanique. Après la tempête, Johnny vit dans une logique de reconquête. Reconquérir le corps, reconquérir la scène, reconquérir le contrôle. Renaud, lui, vit dans une logique de protection. Se protéger de l'exposition, se protéger de la pression, se protéger de lui-même. Deux stratégies opposées. Et quand deux stratégies opposées se rencontrent, elles ne se jugent pas forcément, mais elles se heurtent. Dans la bouche de Johnny, à cette époque, on entend souvent l'idée du devoir envers le public. Pas comme une posture, plutôt comme un serment. Il est de ceux qui pensent que le public ne doit pas payer les failles de l'homme. Il faut tenir, même blessé, même fatigué. Et c'est aussi ce qui explique pourquoi, après la crise, il devient peut-être moins patient avec les absences. Parce qu'il se dit intérieurement « Moi aussi j'aurais pu disparaître, moi aussi j'aurais pu m'effacer, mais je suis revenu. Alors pourquoi certains liens, eux, ne reviennent pas ?» Renaud, lui, ne parle pas toujours directement de ce type de distance. Il la laisse exister, il la contourne, il la recouvre d'humour, puis de silence. Et parfois, il ne reste que des traces indirectes, des vidéos, des archives, des moments de scène où, l'espace de quelques minutes, l'amitié ressemble à un fait incontestable, comme ce duo au Parc des Princes en juin 2003, souvent rejoué par les images, comme si l'on voulait y trouver la preuve que tout allait bien. Mais précisément, rejouer une image n'est pas revivre un lien. Après la tempête, ce qui change aussi, c'est la manière de parler. Les artistes vieillissent et leurs phrases se resserrent. Ils n'ont plus envie de maquiller. Johnny, dans cet après, comprend que certaines relations ne se réparent pas avec une invitation ou une accolade médiatique. Il comprend surtout que l'irréversible n'est pas toujours un drame. C'est parfois un constat d'hygiène intérieure. Ne plus forcer, ne plus relancer, ne plus se faire croire que ça reviendra. Et dans cette période, l'amitié avec Renaud se transforme en quelque chose de plus abstrait, presque spectral. Il y a le respect, oui. Il y a probablement l'affection aussi. Mais il n'y a plus la circulation naturelle, la présence régulière, la continuité. Et quand la continuité manque, Johnny, qui a besoin de concret, finit par considérer la relation comme une histoire terminée non par violence,
mais par épuisement. C'est une forme de deuil en réalité. Un deuil discret, sans cérémonie. Johnny ne dit pas « il m'a trahi », il dit plutôt « nous ne nous rejoignons plus ». Et dans ce « nous », il y a quelque chose de presque tendre. Il ne met pas Renaud au banc des accusés. Il admet simplement que la tempête a laissé derrière elle une géographie nouvelle, et que, dans cette géographie, certains chemins ne se croisent plus. Il y a des hommes qui meurent en laissant des chansons, et il y a des hommes qui, avant de partir, laissent une phrase qui coupe court aux histoires arrangées. Johnny, à 68 ans, ne cherche plus à entretenir le confort des légendes. Il accepte enfin de dire une vérité simple, presque nue. Avec Renaud, ce n'est pas une brouille. C'est une distance devenue définitive. Silence. Ce qui frappe dans cette révélation, ce n'est pas le contenu, au fond. Chacun devinait qu'il n'était plus dans la proximité. C'est la manière. Johnny ne dramatise pas. Il ne construit pas un récit à charge. Il n'utilise pas la vieille mécanique des règlements de compte. Il fait l'inverse. Il réduit. Il retire l'ornement. Il s'approche de l'os. Il dit en substance « on ne se voit plus ». Et derrière cette banalité, il y a un monde. Parce que ne plus se voir, quand on est Johnny Hallyday et Renaud, n'est pas un détail d'agenda. C'est l'aveu que même les symboles, même les monuments, ne sont pas protégés contre l'érosion intime. Pause. Pourquoi est-ce si difficile à entendre ? Parce que le public préfère les réconciliations. Il préfère croire que deux artistes populaires, deux sensibilités qui ont tant donné, finissent forcément par se retrouver. Il préfère les images au silence, un duo sur scène, une accolade, une phrase aimable. Comme ce moment du Parc des Princes en juin 2003, où Renaud rejoint Johnny pour quelque chose de Tennessee. L'archive existe, elle rassure, elle fait croire à une fraternité solide. Mais Johnny, lui, sait que les images ne disent pas tout. Long silence. Ce qu'il avoue à 68 ans, c'est aussi sa propre limite. Johnny a longtemps été un homme qui rattrape, qui relance, qui maintient les liens comme il maintient un concert, coûte que coûte. Après l'épisode de 2009, l'hospitalisation à Los Angeles, la peur, le coma médicalement provoqué, sa vision du temps change. Il comprend que la vie n'est pas un stock illimité de secondes et que certaines relations ne méritent plus d'être poursuivies à sens unique. Il y a une phrase qu'on entend presque sans qu'il la dise. Je ne peux plus faire semblant. Pas par orgueil, par fatigue, par honnêteté. Et là, il se passe quelque chose de rare. Johnny ne parle pas seulement de Renaud, il parle de lui-même. Il reconnaît qu'il a besoin de présence, de concret, de continuité. Que pour lui, l'amitié se vérifie dans le geste, dans l'appel, dans la visite, dans le « je passe te voir ». Il ne reproche pas à Renaud d'être différent. Il constate que cette différence, avec le temps, est devenue un mur. Silence. Dans la révélation, il y a aussi une forme de compassion. Car Johnny sait, tout le monde sait, que Renaud a traversé des fragilités profondes, des périodes de retrait, des années où l'homme se bat avec ses démons. Johnny ne le nie pas. Il ne l'exploite pas. Au contraire, il semble dire que c'est précisément cela qui rend la distance irréversible. Parce qu'on ne force pas un homme fragile à être disponible. Parce qu'on ne transforme pas un repli en présence. Parce qu'au bout d'un moment, on cesse de demander ce que l'autre ne peut pas donner. Mais alors, ce irréversible n'est pas une condamnation. C'est un deuil prononcé à voix basse. Un deuil qui ressemble à une décision de protection intérieure. Accepter que l'affection ne suffit pas, que le respect ne suffit pas, si la vie commune, même minimale, n'existe plus. Pause. Plus longue. Et dans ce moment, Johnny prend un risque, celui d'être mal compris. Certains entendront une froideur, une blessure, une rancune. Lui, il semble offrir une vérité plus mature, plus difficile. L'idée que l'on peut aimer quelqu'un sans pouvoir le rejoindre. Que l'on peut admirer un homme et ne plus partager son monde. Que l'on peut être lié par la mémoire et séparé par le présent. Cette révélation, enfin, casse une illusion. Celle que les grandes amitiés sont éternelles parce que les artistes sont grands. Non. Les artistes vivent comme les autres. Ils s'éloignent comme les autres. Ils se manquent. Et parfois, ils s'habituent à se manquer. Et à ce moment précis, Johnny ne raconte pas une histoire de célébrité. Il raconte une vérité humaine, intime, universelle. Il arrive que la distance ne soit pas un accident. Il arrive qu'elle soit la forme finale d'une relation. Ce qui reste, quand on enlève les titres, les scènes, les récits de presse, ce n'est pas une affaire entre deux célébrités. C'est une leçon de vieillissement. Une leçon qui dérange.
parce qu'elle ne promet pas de réparation. Johnny et Renaud ont traversé la même époque, sans l'habiter de la même manière. Ils ont porté la France, chacun dans sa langue. Johnny, avec la force d'un corps qui affronte, d'une voix qui s'élargit pour remplir les stades, d'une fidélité presque militaire à l'idée de tenir. Renaud, avec la précision d'un auteur qui expose ses failles en public, qui transforme ses contradictions en chansons, qui sait faire sourire en parlant de la douleur, et qui parfois n'a plus d'autre refuge que de disparaître. La distance irréversible, au fond, n'est pas un verdict moral, c'est un constat de trajectoire. La vie ne sépare pas toujours par la colère, elle sépare par la fatigue, par les rythmes incompatibles, par les blessures qui n'ont pas la même forme. Et quand Johnny le dit, il ne cherche pas une conclusion spectaculaire, il met fin à une illusion. On veut souvent que les histoires se terminent bien. On veut une réconciliation, une scène finale, un échange de mots qui réparerait tout. Mais certaines histoires ne se terminent pas mal non plus. Elles se terminent autrement. Elles se terminent par une acceptation, celle de ne plus exiger de l'autre ce qu'il ne peut pas donner, et de ne plus se condamner soi-même à attendre. Et puis le temps fait son travail, ce travail qui ne ressemble ni à une justice, ni à une punition. Johnny continuera à avancer, à se mettre en mouvement, à protéger son propre équilibre par l'action. Renaud, lui, continuera d'osciller entre présence et retrait, entre le désir de revenir et la peur d'être rattrapé par ses fragilités. De loin, le public pourra toujours superposer les images, rejouer les archives, croire que la scène partagée dit la vérité du lien. Mais la vérité du lien, elle, est souvent ailleurs, dans ce qui ne s'est pas dit, dans ce qui n'a pas été possible, dans les rendez-vous qui n'ont pas eu lieu. On pourrait s'indigner, chercher un coupable, vouloir simplifier, dire l'un aurait dû, dire l'autre n'a pas. Mais ce serait manquer l'essentiel. L'essentiel, c'est que l'irréversible n'est pas toujours une rupture violente. C'est parfois une douceur triste, une forme de maturité, presque une pudeur. Je ne te condamne pas, je ne me mens plus. Alors il reste une question, simple et universelle. Qu'est-ce qu'on fait des gens qu'on a aimés quand ils s'éloignent sans haine? On ne peut pas les garder de force, on ne peut pas refaire le passé. On peut seulement leur laisser une place juste, ni trop grande, ni trop petite. Une place où l'on reconnaît ce qu'ils ont été, sans exiger qu'ils soient encore ce qu'ils ne sont plus. Et peut-être que la vérité la plus poignante est là. Une amitié peut survivre sous forme de gratitude, même quand elle ne survit plus sous forme de présence. On peut se souvenir d'un rire, d'une chanson, d'un moment partagé, sans pouvoir retrouver le fil du quotidien. On peut garder l'admiration, même quand le lien n'a plus de chemin. On peut continuer à dire « mon ami » dans le cœur, même si la vie a rendu ce mot impraticable. Ce n'est pas une fin héroïque, ce n'est pas une fin consolante, c'est une fin humaine. Et dans cette humanité, Johnny, en brisant le silence, n'a pas seulement parlé de Renaud. Il a parlé de nous tous, de ces distances qui s'installent sans bruit, de ces plus tard qui ne viennent pas, de ces relations qu'on pensait éternelles et qui se transforment en souvenirs dignes. Et sur la table, il reste une photo. Le temps, lui, ne dit plus rien.